Je ne veux pas me réveiller demain. Le murmure fut si faible qu'il se perdit presque dans le fracas de la tempête. Une petite fille, trempée jusqu'aux os, s'agrippait aux grilles rouillées d'un manoir oublié, le visage strié par la pluie et les larmes. Elle pensait que seul le vent glacial de la côte normande l'avait entendue. Mais elle se trompait. Derrière une fenêtre sombre, un vieil homme l'avait vue, et ses paroles venaient de briser 20 ans de silence dans son cœur. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cet enfant détenait un secret qui allait faire s'effondrer tout son monde. Restez bien jusqu'à la fin de cette histoire, car la vérité qui se cache derrière cette nuit de tempête est plus incroyable que tout ce que vous pouvez imaginer. Quand vous aurez tout entendu, dites-moi dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, vous donneriez à ce récit. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Votre présence est précieuse. Nous sommes en plein automne sur la côte du pays de Caux, en Normandie. Pas celle des cartes postales ensoleillées, mais une version plus secrète, plus brute. Ici, les falaises grises se jettent dans une mer d'acier, perpétuellement battue par un vent qui semble vouloir arracher l'âme des pierres. Un crachin tenace et froid lave les couleurs du paysage, ne laissant qu'une palette de gris et de vert sombre. C'est dans ce décor, à quelques kilomètres du village endormi de Valmont-sur-Mer, que se dresse le manoir des Tilleuls. Le manoir n'est plus une maison, c'est le squelette d'un rêve brisé, une carcasse de pierre et d'ardoise qui se dresse comme un monument à la solitude. Son unique habitant est Étienne Vasseur. À plus de 60 ans, Étienne est un fantôme dans sa propre existence. Il y a 20 ans, il était un architecte de renom à Paris. Un homme dont on s'arrachait les créations, un homme qui façonnait l'horizon de la capitale. Puis, la tragédie a frappé. Un accident, un instant d'inattention, et sa fille unique, Chloé, lui a été arrachée. Depuis ce jour, Étienne a tout fui. Il s'est réfugié ici, dans ce manoir hérité de ses ancêtres, et a fermé la porte au monde. Sa vie est un rituel immuable et douloureux. Dehors, il entretient avec une précision obsessionnelle le jardin clos où Chloé aimait jouer. Chaque fleur, chaque allée est parfaite, comme si le temps s'était arrêté à l'époque des rires de sa fille. Mais à l'intérieur, le manoir est le reflet de son âme. La poussière s'accumule sur les meubles précieux, les toiles d'araignée tissent des voiles sur les lustres, et la plupart des pièces sont fermées à clé, emprisonnant des souvenirs qu'il ne supporte plus de regarder. Son cœur est une de ces pièces, verrouillée à double tour. Il est rongé par un poison lent, une culpabilité écrasante, la certitude d'avoir été un mauvais père ce jour-là. Un jour dont il ne parle jamais, même à lui-même. Cette nuit-là, la tempête fait rage comme rarement. La pluie cingle les hautes fenêtres de son bureau, le seul endroit où une faible lumière trahit encore une présence humaine. Le vent s'engouffre dans la cheminée avec des sifflements plaintifs. Étienne est assis dans son fauteuil en cuir usé, un verre de Calvados à la main, fixant les flammes sans les voir. Il ne fait que survivre, passant d'un jour à l'autre, attendant une fin qui ne vient pas. C'est alors qu'un bruit inhabituel perce le vacarme de la tempête. Pas le craquement d'une branche, ni le claquement d'un volet. C'était autre chose. Un son métallique, faible, mais insistant. Poussé par une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, il se lève et s'approche de la fenêtre. Il écarte le lourd rideau de velours et regarde dehors. Et c'est là qu'il la voit. Une petite silhouette, à peine visible dans la pénombre, agrippée au barreau de la grille principale. Une enfant. Sous la pluie battante, elle ressemble à un oiseau tombé du nid, tremblant de froid et de désespoir. Son premier réflexe est de refermer le rideau. Ce n'est pas son problème. Le monde extérieur n'existe plus pour lui. Mais quelque chose le retient. Peut-être la fragilité de cette petite forme face à la fureur des éléments. Ou peut-être, au plus profond de lui, un écho lointain de l'instinct paternel qu'il croyait mort et enterré. Il la voit s'effondrer, glisser le long de la grille, pour s'asseoir dans la boue. Il voit sa tête se pencher, et même à cette distance, il devine la détresse absolue. C'est à cet instant précis qu'elle murmure ces mots terribles, pour elle-même, pour le vent, pour les fantômes de la nuit. Je ne veux pas me réveiller demain. Le cœur d'Étienne rate un battement. Cette phrase, ce cri silencieux, traverse les murs de pierre du manoir, traverse les 20 années de son chagrin, et le frappe en plein cœur. Contre toute logique, contre cet instinct de solitude qui lui hurle de ne pas bouger, il se dirige vers la porte d'entrée. Il tourne la clé massive dans la serrure, un son qui n'a pas résonné depuis une éternité. Le vent s'engouffre dans le hall, faisant danser les ombres.
Sans prendre de manteau, il sort dans la nuit glaciale. La petite fille ne l'entend pas approcher. Elle s'appelle Léa, elle a 8 ans, et elle vient de s'enfuir du foyer pour enfants du village, les Hirondelles. Une humiliation de plus, une parole cruelle, et quelque chose en elle a cédé. Elle a couru, sans savoir où aller, jusqu'à ce que ses jambes ne la portent plus, jusqu'à s'échouer devant cette grille menaçante. Quand la grande silhouette d'Étienne se penche sur elle, elle lève des yeux immenses, remplis d'une peur qui semble bien trop vieille pour son âge. Il ne dit rien. Il la soulève simplement dans ses bras. Elle est si légère, si froide. Il la ramène à l'intérieur, referme la porte sur la tempête et la dépose délicatement sur le vieux canapé du salon. Il trouve une couverture rêche et commence à la frictionner, avec des gestes maladroits, et des gestes qu'il n'a plus faits depuis si longtemps. Léa tremble, ses dents claquent. Elle est en état de choc, au bord de la fièvre. Ses yeux, d'un bleu profond, parcourent la pièce sombre et silencieuse, s'arrêtant sur les ombres des meubles recouverts de draps blancs. Puis, son regard se fixe sur la cheminée. Sur le manteau de pierre, couverte d'une fine pellicule de poussière, une seule photographie avait survécu au temps et au chagrin. Un cadre en argent terni, contenant le visage souriant d'une femme et d'une petite fille aux cheveux blonds. Sa femme, Hélène. Sa fille, Chloé. Un instant de bonheur figé, capturé 20 ans plus tôt, juste avant que le monde ne bascule. Léa, dans son demi-sommeil fiévreux, les yeux mi-clos, fixa la photo. Un léger frisson la parcourut, qui n'était pas dû au froid. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Et puis, dans le silence pesant du manoir, une chose impossible se produisit. Léa se mit à fredonner. Ce n'était pas une chanson d'enfant apprise à l'école. C'était une mélodie intime, secrète. Quelques notes simples et douces qui formaient une berceuse. Une berceuse que la femme d'Étienne avait composée pour leur fille Chloé. Une mélodie que personne d'autre au monde ne pouvait connaître. Étienne se figea. Le verre qu'il tenait encore lui glissa des doigts et s'écrasa sur le parquet dans un bruit cristallin qui déchira le silence. Son sang se glaça dans ses veines. Chaque note fredonnée par la petite fille était une lame qui s'enfonçait dans son cœur. Comment ? Comment cet enfant, sorti de la tempête et du néant, pouvait-elle connaître ce secret enfoui sous 20 ans de deuil ? Il resta pétrifié, le souffle coupé, écoutant la mélodie s'éteindre doucement alors que Léa sombrait enfin dans un sommeil agité. La question tournait en boucle dans son esprit, assourdissante. Qui est-elle ? La nuit fut longue et blanche. Étienne ne dormit pas. Il veilla sur la petite fille, posant de temps en temps une main sur son front brûlant, changeant les compresses d'eau froide avec une application qu'il se croyait incapable d'avoir. Chaque fois qu'elle gémissait dans son sommeil, il sursautait, moitié effrayé, moitié espérant qu'elle fredonne à nouveau. Mais elle ne le fit pas. Le secret était retourné dans le silence. Au petit matin, la tempête s'était calmée. Un soleil pâle et aqueux filtrait à travers les vitres sales, dessinant des rectangles de lumière sur le sol poussiéreux. Le manoir semblait moins menaçant à la lumière du jour, juste vieux et triste. Léa dormait toujours, sa fièvre semblait être tombée. C'est alors que le téléphone sonna. Le son strident le fit sursauter. Il avait oublié jusqu'à l'existence de cet appareil. Il décrocha, la voix rauque par le manque de sommeil. « Allô ? Monsieur Vasseur. Ici Gisèle Dubois, la directrice du foyer Les Hirondelles. » La voix à l'autre bout du fil était mielleuse, faussement inquiète. « Nous sommes terriblement préoccupés. Une de nos petites pensionnaires, Léa, a disparu hier soir. Nous avons pensé qu'elle aurait pu chercher refuge près de chez vous, avec ce temps épouvantable. » Étienne sentit un nœud se former dans son estomac. L'instinct lui disait de mentir, de nier. Mais à quoi bon ? « Elle est ici, » dit-il simplement. Un soupir de soulagement, trop théâtral pour être honnête, s'échappa des lèvres de Madame Dubois. « Oh, Dieu soit loué ! La pauvre petite. J'envoie quelqu'un la chercher immédiatement. » Nous étions morts d'inquiétude. Étienne regarda le petit visage endormi sur son canapé. Il repensa aux mots qu'elle avait murmurés sous la pluie, à la berceuse impossible. Il sentit une vague de protection, un sentiment qu'il croyait mort avec sa fille, remonter à la surface. « Non, » dit-il, sa propre fermeté le surprenant. « Elle a une forte fièvre, elle ne peut pas être déplacée. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. La douceur de la directrice s'évapora, laissant place à une froideur tranchante. « Monsieur Vasseur,
Je comprends votre sollicitude, mais je suis légalement responsable de cet enfant. Je vous demande de nous la rendre sur le champ. Et moi, je vous dis qu'elle est malade, rétorqua Étienne. Un médecin viendra la voir. Quand il estimera qu'elle peut sortir, vous pourrez venir la chercher. Pas avant. Et avant qu'elle ne puisse répondre, il raccrocha. Il resta un instant la main sur le combiné, le cœur battant. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de déclarer la guerre à l'administration locale, lui, l'ermite qui fuyait le moindre contact humain. C'était insensé. Il se tourna vers Léa, qui commençait à s'agiter. Il alla chercher dans la cuisine de quoi lui préparer un bouillon. En revenant, il la trouva assise, les yeux grands ouverts, le regardant avec une méfiance craintive. Il posa le bol sur une table basse et s'approcha doucement. « Tu as faim ?» Elle hocha la tête, sans un mot. Alors qu'il l'aidait à se redresser, la couverture glissa, découvrant ses bras maigres. Et c'est là qu'il les vit. Des marques, des bleus violacés sur son avant-bras, dessinant presque la forme de doigts qu'il aurait enserrés trop fort. Une fureur froide et blanche submergea Étienne. Ce n'était pas une chute, c'était la marque de la cruauté. Soudain, la voix mielleuse de Madame Dubois prit une toute autre résonance. Le foyer, les hirondelles, n'était peut-être pas le refuge qu'il prétendait être. La décision qu'il venait de prendre au téléphone n'était plus insensée. Elle était devenue une nécessité. Plus tard dans la journée, alors que Léa avait repris quelques forces, elle se recroquevilla sur le canapé, serrant contre elle un petit objet qu'elle avait dû cacher dans ses vêtements. C'était une petite boîte à musique en bois, abîmée, dont la peinture s'écaillait par endroits. C'était la seule chose qu'elle possédait au monde. Avec des doigts hésitants, elle tourna la minuscule manivelle. Un son cristallin et fragile s'éleva dans la pièce. C'était la même mélodie. La berceuse de Chloé. Étienne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas un délire fiévreux. La preuve était là, tangible, dans cette petite boîte usée. Il s'approcha, le cœur battant à tout rompre. « Où as-tu eu ça, Léa ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Léa le regarda avec ses yeux immenses et tristes. « C'est maman. Elle me l'a donné avant de partir. Elle disait que ça me protégerait. » Étienne comprit alors que cet enfant n'était pas une simple orpheline égarée dans la tempête. Elle était un fragment de son propre passé, un message envoyé à travers le temps. Et la clé de l'énigme ne se trouvait pas seulement dans la mélodie, mais dans l'histoire de la mère de Léa. Une histoire qu'il devait découvrir, quel qu'en soit le prix. Le prix à payer, cependant, serait bien plus élevé qu'il ne l'imaginait. Car pendant qu'Étienne se perdait dans les yeux de cet enfant qui portait en elle un écho de son passé, le monde extérieur, qu'il avait si longtemps ignoré, frappait déjà à sa porte. Le lendemain, une voiture se gara devant les grilles du manoir. Une femme en tailleur strict, au sourire aussi impeccable que glacial, en descendit. C'était Madame Gisèle Dubois, en personne. Elle n'était pas venue seule. À ses côtés se tenait le maire du village, un homme mal à l'aise, visiblement sous l'influence de la directrice. Étienne les reçut dans le grand hall, se sentant soudainement vulnérable et exposé dans son propre refuge. Madame Dubois ne perdit pas de temps en politesse. « Monsieur Vasseur, votre attitude est inacceptable. Vous séquestrez une enfant qui est sous ma responsabilité. »« Je ne séquestre personne, » répondit Étienne, sa voix plus ferme qu'il ne s'y attendait. « Je soigne une enfant malade que vous avez manifestement laissée sans surveillance. » Il vit un éclair de fureur passer dans les yeux de la directrice avant qu'elle ne le masque sous un air de componction. « Léa est une enfant. Difficile. Elle a tendance à fabuler, à s'enfuir. C'est pour sa propre sécurité que je dois la ramener. » Le maire opina du chef mal à l'aise. « Étienne, nous comprenons votre bon cœur, mais la loi est la loi. » C'est à ce moment que Léa, attirée par les voix, apparut en haut de l'escalier. En voyant Madame Dubois, son petit visage se ferma et elle recula instinctivement, allant se cacher derrière les jambes d'Étienne. Ce simple geste en disait plus long que tous les discours. La peur panique dans ses yeux était réelle. Étienne posa une main protectrice sur son épaule. « Elle reste ici, » déclara-t-il, son regard défiant celui de la directrice. « Faites venir les services sociaux, un médecin, qui vous voudrez. Mais elle ne retournera pas avec vous. » Madame Dubois serra les lèvres, son masque de bienveillance s'effritant. « Très bien, monsieur Vasseur. Vous l'aurez voulu. » Elle tourna les talons, suivie par le maire qui lança un regard désolé à Étienne.
La guerre était officiellement déclarée. Étienne savait qu'il lui fallait des vêtements pour Léa. Ses propres habits étaient trempés et abîmés. Poussé par une nécessité qu'il redoutait, il monta au grenier. C'était une partie du manoir qu'il n'avait pas visitée depuis 20 ans. L'air y était lourd de poussière et de souvenirs. Il s'approcha d'une grande malle en osier, celle où sa femme avait rangé les affaires de Chloé. L'ouvrir fut comme rouvrir sa propre poitrine. Une odeur de lavande et d'enfance s'en échappa, le frappant de plein fouet. À l'intérieur, de petites robes soigneusement pliées, des chaussons de cuir, des jouets, et sous une pile de linge, une liasse de dessins. Il les sortit, les mains tremblantes. C'étaient les dessins de Chloé. Des soleils souriants, des maisons aux cheminées qui fument, et de nombreux portraits du manoir, son jardin, et une petite fille aux cheveux blonds. Il resta là, assis sur le sol poussiéreux, le cœur en miettes, pleurant silencieusement pour la première fois depuis des années. Plus tard, pour occuper Léa et lui changer les idées, il lui apporta du papier et des crayons de couleur trouvés dans la malle. La petite fille, d'abord hésitante, se mit à dessiner avec une concentration intense. Étienne l'observait, fasciné par la manière dont elle tenait son crayon, par le sérieux de son expression. Au bout d'une heure, elle lui tendit sa feuille. Étienne la prit, s'attendant à voir un dessin d'enfant classique. Mais ce qu'il vit le laissa sans voix. Léa avait dessiné le manoir. Mais pas n'importe comment. Elle l'avait dessiné avec une précision troublante. La disposition des fenêtres, le grand tilleul près du portail, tout y était. Et puis, il vit un détail qui lui glaça le sang. En haut, sous le toit, elle avait dessiné une petite fenêtre ronde, celle d'une chambre sous les combles. Une chambre qu'Étienne avait condamnée et fermée à clé juste après la mort de Chloé. Personne n'était entré dans cette pièce depuis 20 ans. Personne ne pouvait savoir à quoi elle ressemblait. « Comment tu connais cette chambre, Léa ?» demanda-t-il, la gorge sèche. Léa le regarda de ses grands yeux clairs, sans la moindre hésitation. « Maman me l'a raconté. Elle disait que c'était la chambre de la petite fille du manoir, sa chambre secrète. » Le déclic se fit dans l'esprit d'Étienne. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas un fantôme. C'était un souvenir transmis. Sa mère. La mère de Léa connaissait ce manoir. Cette nuit-là, Étienne ne dormit pas. Il fouilla dans son bureau, ouvrant des tiroirs scellés par le temps, exhumant de vieux registres de paix de l'époque où le manoir avait encore du personnel. Il cherchait un nom, une piste, n'importe quoi. Et finalement, il le trouva. Un contrat de travail de quelques mois, datant d'1 an avant le drame. Aide ménagère. Le nom sur le contrat était Sophie Moreau, une jeune femme de la région. Il se souvint vaguement d'elle. Discrète, travailleuse. Il se souvint aussi de la manière dont elle était partie. Sa femme, Hélène, rongée par le chagrin et une jalousie maladive après une fausse couche, l'avait renvoyée brutalement, l'accusant sans preuve de lui avoir volé un bijou. Étienne, trop absorbé par son propre travail et les tensions de son couple, n'était pas intervenu. Une nouvelle vague de culpabilité le submergea. Il continua ses recherches sur Internet, avec les maigres informations qu'il avait. Il découvrit un avis de décès. Sophie Moreau, décédée 5 ans plus tôt d'une maladie foudroyante, laissant derrière elle une fille unique de 3 ans, Léa. L'enfant avait alors été placé au foyer Les Hirondelles, tous emboîtés avec une logique terrible. Sophie avait travaillé ici. Elle avait connu Chloé. Chloé, qui était une enfant solitaire, s'était probablement liée d'amitié avec la jeune femme douce qui travaillait dans sa maison. C'était Chloé qui avait dû lui montrer sa chambre secrète, lui raconter ses jeux. Et Sophie, plus tard, avait raconté ses histoires à sa propre fille, Léa, comme un conte de fées, un héritage de son bref passage dans ce lieu magique. La boîte à musique. Étienne la regarda, posée sur la table. Ce n'était pas un objet volé. Il en était maintenant certain. C'était un cadeau d'adieu de sa propre fille, Chloé, à son amie Sophie, qui partait injustement. Cette certitude, aussi douloureuse soit-elle, agit sur lui comme un baume. Elle ne changeait rien à la tragédie, mais elle lavait une petite partie de la souillure qui entachait ses souvenirs. Sa fille avait été capable d'un geste de pure bonté, même au milieu des tensions qui rongèrent leur foyer. Et cet acte de gentillesse, 20 ans plus tard, venait de lui apporter une enfant qui, il le sentait, avait besoin de lui autant qu'il avait besoin d'elle. Les jours suivants furent une trêve fragile.
Dehors, la machine administrative, mise en branle par Madame Dubois, tournait lentement mais sûrement. Des appels téléphoniques, des lettres officielles, des menaces voilées. Mais à l'intérieur du manoir, un semblant de vie reprenait. Pour la première fois depuis 2 décennies, la grande cuisine n'était plus seulement un lieu de passage pour se servir un verre. Une odeur de soupe chaude flottait dans l'air. Étienne, maladroitement, apprenait à cuisiner pour 2. Léa, de son côté, sortait peu à peu de sa coquille. Elle ne parlait toujours pas beaucoup, mais son silence était différent. Ce n'était plus le silence de la peur, mais celui de l'observation. Elle suivait Étienne comme son ombre, le regardant réparer une chaise bancale, ou le regardant simplement contempler le jardin par la fenêtre. Un après-midi, alors qu'il remplaçait une vitre cassée dans la véranda, un travail qu'il repoussait depuis des années, elle s'approcha et lui tendit un clou qu'il avait fait tomber. Il la remercia d'un hochement de tête, et ils restèrent là, un instant, dans un silence complice. Le manoir, ce tombeau de pierre, commençait à respirer à nouveau. La trêve fut rompue par l'arrivée d'une assistante sociale, une femme nommée Madame Leclerc. Contrairement à Madame Dubois, elle n'était ni mielleuse ni agressive. Elle était professionnelle, posée, mais ses yeux évaluaient tout. La poussière sur les meubles, les vêtements trop grands de Léa, la tristesse incrustée dans les murs et sur le visage d'Étienne. Elle s'entretint longuement avec lui, puis avec Léa, seule. Étienne attendit dans le couloir, les 100 pas, le cœur au bord des lèvres. Il entendait les murmures de la conversation, le son cristallin de la boîte à musique que Léa lui faisait écouter. Quand Madame Leclerc sortit, son visage était impénétrable. « Monsieur Vasseur, la situation est complexe, » commença-t-elle. « Les accusations de Madame Dubois sont graves. Elle vous dépeint comme un reclus instable qui a enlevé une enfant. »« Et que vous a dit Léa ?» coupa Étienne, incapable de supporter le suspense. Un très léger sourire effleura les lèvres de l'assistante sociale. Léa m'a dit que pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle n'avait pas peur de se réveiller le matin. Étienne sentit ses genoux fléchir. Il dut s'appuyer contre le mur. Cependant, reprit Madame Leclerc, son ton redevenant professionnel, cela ne suffit pas. Les sentiments d'une enfant ne font pas la loi. Madame Dubois a l'autorité légale. Pour que nous puissions ne serait-ce qu'envisager de vous accorder une garde temporaire et lancer une enquête approfondie sur le foyer Les Hirondelles, il y a une condition non négociable. Étienne retint sa respiration. Laquelle ? Vous devez vous soumettre à une évaluation psychologique complète. Nous devons savoir qui vous êtes, monsieur Vasseur. Nous devons comprendre pourquoi un homme qui a tourné le dos au monde pendant 20 ans décide soudainement de se battre pour une enfant. Nous devons comprendre ce qui s'est passé il y a 20 ans. Le monde d'Étienne s'arrêta. Parlez. Parlez de ce jour. Le jour de l'accident. Le jour où tout avait basculé. Il avait construit sa vie entière sur le silence qui entourait cette journée. Raconter, c'était profaner le sanctuaire de sa douleur. C'était trahir le pacte tacite qu'il avait passé avec les fantômes de sa femme et de sa fille. C'était admettre, à voix haute, sa propre faillite. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Alors Léa retournera au foyer dès demain, » répondit calmement Madame Leclerc. « Et cette fois, ce sera définitif. C'est à vous de choisir. » Cette nuit-là, le manoir redevint une prison. Étienne erra de pièce en pièce, hanté par le choix impossible qui se présentait à lui. Protéger son secret et perdre Léa, ou se mettre à nu et risquer de tout détruire. Il se retrouva dans la chambre de Chloé, une pièce qu'il n'avait jamais condamnée mais dans laquelle il n'entrait jamais. Tout était intact, recouvert d'un linceul de poussière. Il s'assit sur le lit de sa fille et sentit le poids de ses échecs l'écraser. Il pensa à Léa, dormant paisiblement dans la chambre d'amis. Il pensa à ses yeux, qui avaient perdu un peu de leur terreur. Il pensa à son murmure dans la tempête, et il comprit. Il comprit que le silence ne protégeait personne. Il ne faisait que préserver la douleur, comme le formol conserve un corps sans vie. Pour offrir un avenir à Léa, il devait affronter son propre passé. Le lendemain, il appela Madame Leclerc et accepta. La séance avec le psychologue eut lieu dans un bureau anonyme en ville. L'homme en face de lui était calme, son regard neutre. Étienne commença par parler de son travail, de Paris, de sa vie d'avant. Les mots sortaient facilement, des faits dénués d'émotion. Mais quand le psychologue l'amena doucement vers le jour de l'accident, sa gorge se noua. Que s'est-il passé ce jour-là, monsieur Vasseur ? Le silence s'étira.
20 ans de silence. Étienne ferma les yeux. L'image était là, aussi nette qu'hier. Le soleil d'été, le bruit des vagues s'écrasant contre les falaises, les cris, pas les cris de sa fille. Leurs cris à eux. Nous nous disputions, dit-il enfin, sa voix brisée. Ma femme et moi, Hélène. C'était violent, pas physiquement, mais les mots étaient des armes. Il raconta tout. La jalousie d'Hélène, ses propres absences, la pression de son travail, l'amertume qui s'était installée entre eux. Ce jour-là, la dispute avait éclaté à propos d'une broutille, mais elle était le symptôme de tout ce qui n'allait pas. Chloé jouait dans le jardin, continua-t-il, les larmes coulant sur ses joues sans qu'il s'en aperçoive. Elle nous entendait crier. Elle est sortie. Elle est allée vers le sentier, près de la falaise, pour s'éloigner du bruit, pour nous fuir. Il s'arrêta, suffocant. Nous étions tellement absorbés par notre colère que nous ne l'avons pas vue partir. Nous n'avons rien vu. Nous n'avons rien entendu. Jusqu'au silence. Un silence soudain, total, plus assourdissant que nos propres cris. C'est ce silence qui nous a alertés. Nous sommes sortis. Et nous l'avons trouvé. C'était trop tard. Ma femme ne s'en est jamais remise. Et moi, j'ai passé les 20 années suivantes à me punir, en me persuadant que si je n'avais pas été un mauvais mari, je n'aurais pas été un père défaillant. Il avait tout dit. Le secret qui le rongeait, la vérité putride qu'il avait gardée enfermée dans son cœur, était maintenant exposé à la lumière crue d'un bureau anonyme. Il était vidé, tremblant, mais pour la première fois, il sentait qu'il pouvait respirer. Le psychologue ne dit rien pendant un long moment, laissant le poids des mots s'installer. Puis, il prit son stylo et écrivit quelques lignes sur son rapport. « Monsieur Vasseur, dit-il enfin, son regard n'étant plus neutre mais empreint d'une profonde humanité. Le silence peut être une prison. Parfois, il faut la clé d'une autre personne pour nous aider à en sortir. Il semble que vous ayez trouvé la vôtre. » Le rapport du psychologue fut un coup de tonnerre pour Madame Dubois. Il décrivait Étienne non pas comme un homme instable, mais comme un homme brisé par un deuil profond, qui montrait des signes de reconstruction grâce à sa rencontre avec Léa. Le rapport recommandait une garde temporaire pour Étienne, le temps qu'une enquête plus approfondie soit menée sur les conditions de vie au foyer Les Hirondelles. Pour Gisèle Dubois, c'était plus qu'un revers. C'était une déclaration de guerre. Elle ne pouvait pas se permettre une enquête. Elle avait trop de choses à cacher. Ces détournements de fonds, d'abord discrets, étaient devenus systématiques. Les subventions et les dons généreux destinés au bien-être des enfants finissaient dans ses poches, ne laissant que le strict minimum pour les pensionnaires. Elle devait écraser Étienne, et vite. Elle utilisa alors sa dernière arme, son influence et son image de sainte femme au sein du village. Elle alla voir le maire, joua la victime outragée, parla de la réputation du village, de la sécurité des enfants, du danger que représentait cette ermite imprévisible. Elle le persuada d'organiser une réunion publique à la mairie, officiellement pour clarifier la situation dans la transparence, officieusement pour organiser un lynchage public et forcer la main des services sociaux. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans Valmont-sur-Mer. Le reclus du manoir des Tilleuls allait devoir s'expliquer devant tout le monde. La curiosité et la méfiance étaient à leur comble. Le jour de la réunion, la salle du conseil municipal était bondée. Les visages étaient fermés, suspicieux. Étienne entra, non pas la tête basse comme on s'y attendait, mais avec une dignité nouvelle. Il n'était plus le fantôme de son manoir. Il était un homme avec une mission. Il s'assit au premier rang, sentant le poids de tous les regards sur lui. Madame Dubois était déjà à la tribune, vêtue de sombre, le visage empreint d'une tristesse calculée. Elle commença son discours, sa voix tremblante d'une fausse émotion. Elle parla de son dévouement, des nuits blanches passées à s'inquiéter pour ses enfants. Elle décrivit Léa comme une enfant fragile, perturbée, facilement influençable. Puis, elle lança son attaque, peignant Étienne comme un prédateur, un vieil homme solitaire qui profitait de la vulnérabilité d'une orpheline pour combler son propre vide. Quand ce fut au tour d'Étienne de parler, un silence glacial s'installa. Il s'avança lentement vers la tribune, sans note, sans préparation. Il ne regarda pas Madame Dubois. Il regarda les gens du village, ses anciens voisins. « Je ne suis pas ici pour me défendre, » commença-t-il, sa voix calme et posée. « Je suis ici pour vous parler d'une berceuse. » Un murmure parcourut l'assemblée.
Une petite mélodie qu'une mère a composée pour sa fille, il y a plus de 20 ans. Une mélodie que personne au monde, à part 3 personnes, ne pouvait connaître. Ma femme, ma fille, et moi. Pourtant, il y a quelques semaines, une petite fille de 8 ans, trempée et morte de froid, la fredonnait dans mon salon. Il sortit alors de sa poche la petite boîte à musique en bois de Léa et la posa sur la tribune. Cette boîte appartenait à ma fille, Chloé. Elle l'a offerte à une jeune femme qui travaillait pour nous, Sophie Moreau, parce qu'on la renvoyait injustement. Cette jeune femme était enceinte. Sa fille, c'est Léa. Il ne parlait pas d'argent, de négligence ou de bleu sur les bras. Il parlait de liens, de souvenirs, d'humanité. Il raconta l'histoire de Sophie, la gentillesse de sa propre fille, et comment cet acte de bonté, 20 ans plus tard, avait ramené la vie dans sa maison. Son discours était si simple, si sincère, qu'il désarma l'audience. Le doute commença à s'insinuer sur les visages. L'histoire de Madame Dubois, si dramatique, semblait soudain creuse et fausse en comparaison. C'est à ce moment précis que le coup de théâtre survint. Au fond de la salle, une femme d'une 50aine d'années, le visage pâle, se leva. C'était Sylvie Perrault, l'ancienne comptable du foyer, licenciée sans ménagement par Madame Dubois 2 ans plus tôt pour avoir posé trop de questions. Elle avait tout vu, tout compris, mais la peur l'avait fait taire. Le courage d'Étienne venait de briser ses chaînes. « Il dit la vérité », déclara-t-elle d'une voix qui tremblait, mais qui portait dans toute la salle. Madame Dubois ne se soucie pas des enfants. Elle ne se soucie que de l'argent. Gisèle Dubois devint livide. « C'est absurde, c'est une employée aigrie qui cherche à se venger. » Mais Sylvie n'avait pas fini. Elle s'avança, ouvrant un grand sac qu'elle portait. « J'ai peut-être été licenciée, mais je ne suis pas partie les mains vides. J'ai gardé des copies de tout. » Elle déposa sur la table du maire plusieurs carnets de comptes. Des registres qu'elle avait méticuleusement recopiés, nuit après nuit, avant son départ. Ligne après ligne, il prouvait les détournements de fonds, les factures gonflées, les dons qui n'arrivaient jamais aux enfants. La preuve était là, accablante, irréfutable. Le masque de Madame Dubois tomba. Son visage pieux se tordit en un rictus de haine pure. Le silence dans la salle était total, brisé seulement par le bruit des pages que le maire tournait, le visage passant de l'incrédulité à la fureur. Devant tout le village, la sainte était devenue une criminelle. L'onde de choc se propagea dans la salle du conseil. Ce ne fut d'abord qu'un murmure, puis une clameur indignée. Les gens se regardaient, honteux d'avoir pu douter, furieux d'avoir été trompés. Gisèle Dubois, piégée, tenta une dernière manœuvre désespérée. Elle se tourna vers la sortie, cherchant à fuir la lumière crue qui venait d'exposer son âme noire. Mais les regards de ses concitoyens étaient redevenus des barreaux. Le maire, le visage dur comme la pierre des falaises, lui barra le chemin. « Gisèle, dit-il d'une voix glaciale, je crois que vous avez une conversation à avoir avec la gendarmerie. » La chute de Madame Dubois fut aussi rapide que brutale. L'enquête qui suivit révéla des années de malversation, une cruauté psychologique systématique envers les enfants les plus vulnérables, et un mépris total pour la mission qui lui avait été confiée. Le foyer Les Hirondelles fut fermé temporairement, puis entièrement réorganisé sous une nouvelle direction, une équipe de gens passionnés et bienveillants, choisis pour leur cœur et non pour leur capacité à manipuler les apparences. Le village de Valmont-sur-Mer, secoué par le scandale, dut faire face à sa propre complaisance, à sa propre cécité. Mais pour Étienne et Léa, ce tumulte extérieur n'était qu'un bruit de fond. Leur monde se reconstruisait à l'intérieur des murs du manoir des Tilleuls. Libéré du fardeau de son secret, Étienne n'était plus un fantôme. Il était redevenu un homme. Un homme qui avait un but. Les démarches pour obtenir la tutelle de Léa furent longues et complexes, mais il les aborda avec une patience et une détermination qu'il ne se connaissait pas. Il ouvrit son manoir et son cœur aux assistants sociaux, aux psychologues, aux juges. Il ne cachait plus ses failles. Il les présentait comme les fondations de l'homme qu'il était devenu. Pendant ce temps, le manoir lui-même se transformait. Les pièces fermées à clé furent ouvertes, une par une. La poussière fut chassée par la lumière du soleil. Les draps blancs qui recouvraient les meubles comme des linceuls furent retirés, révélant la beauté endormie du bois précieux. Léa, avec son énergie d'enfant, semblait insuffler la vie dans chaque recoin. Ses rires résonnaient dans le grand hall, un son qu'Étienne n'aurait jamais cru entendre à nouveau.
Un jour, alors qu'ils nettoyaient ensemble la chambre sous les combles, la fameuse chambre secrète de Chloé, Léa trouva une petite inscription gravée dans le bois du rebord de la fenêtre. C+S pour toujours. Chloé et Sophie. L'amitié de deux petites filles, gravée dans le bois, avait traversé le temps pour en unir deux autres, un vieil homme et une orpheline. Étienne passa doucement les doigts sur les lettres, un sourire triste et tendre aux lèvres. Il n'y avait plus de douleur, seulement une douce mélancolie. La certitude que les liens du cœur ne se brisent jamais vraiment. Le dénouement de toute cette histoire n'eut pas lieu dans un tribunal ou un bureau administratif. Il eut lieu quelques mois plus tard, en un matin de printemps. Le ciel était d'un bleu lavé, l'air sentait la terre humide et les promesses de renouveau. Dans le jardin clos, là où Étienne avait si longtemps entretenu le souvenir stérile de sa fille, il y avait maintenant un petit trou dans la terre. À côté, un jeune pommier attendait, ses racines nues prêtes à s'ancrer dans une nouvelle vie. Étienne et Léa le plantèrent ensemble. Il tenait le tronc, et elle, avec ses petites mains, tassait la terre autour des racines. Ils travaillaient en silence, dans une complicité parfaite. Quand ils eurent terminé, ils reculèrent pour admirer leur œuvre. Le petit arbre semblait fragile, mais plein de potentiel. En arrière-plan, le manoir des Tilleuls n'était plus une carcasse menaçante. Ses fenêtres étaient grandes ouvertes, laissant entrer la lumière et le chant des oiseaux. Ce n'était plus un tombeau, c'était une maison. Léa se tourna vers Étienne, ses grands yeux bleus remplis d'une sérénité nouvelle. « Tu crois qu'il donnera beaucoup de pommes » demanda-t-elle. Étienne posa sa main sur la tête de la petite fille et regarda l'arbre, puis le manoir, puis le ciel. « Oui, » répondit-il doucement. « Il donnera beaucoup de pommes. Il faut juste lui laisser le temps de grandir, comme nous. » La rédemption ne se trouve pas dans l'oubli, mais dans le courage d'affronter son passé pour offrir un avenir à quelqu'un d'autre. La vraie famille n'est pas toujours celle du sang, mais celle que le cœur choisit de construire sur les ruines du chagrin. Parfois, il suffit d'une petite main qui se glisse dans la vôtre pour vous rappeler le chemin de la vie, et vous apprendre que même après le plus long et le plus froid des hivers, le printemps finit toujours par arriver. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, abonnez-vous à la chaîne. Je m'efforce de vous apporter des récits comme celui-ci aussi souvent que possible pour éclairer un peu vos journées. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, sur une échelle de 0 à 10, quelle note cette histoire mérite selon vous. Je lis absolument toutes vos réponses. Votre avis est ce qui compte le plus.